à toutes et à tous. On se retrouve dans notre super émission hebdomadaire 26 minutes. Chaque semaine, on traite de sujets différents. Et cette semaine, est-ce que tu pourrais nous dire, Clara, sur quoi va traiter le sujet de cette semaine ? Bien sûr, bonjour Alaïdine, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 26 minutes hebdomadaire consacré cette semaine au thème de la solidarité, thématique qui nous sera dévoilée à travers 3 reportages. Nous aborderons dans un premier temps la problématique de la précarité étudiante. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux étudiants se sont retrouvés en situation de précarité. Une association Copain a donc vu le jour, une association d'étudiants qui viennent en aide à d'autres étudiants que Mathis Ouidir, notre reporter, est allé rencontrer et nous en dira davantage un petit peu plus tard. Aujourd'hui, 25% des réalisateurs français sont des femmes, un chiffre alarmant, un manque critique de visibilité que Pauline Mallet s'est donné pour mission de mettre en lumière dans son magazine et son podcast Soro Ciné. Un reportage que Morgane Vial nous présentera sur ce plateau un petit peu plus tard. Enfin, Emma Tilly, dans son reportage Voie lactée, nous présentera le fléau qu'est la vie des jeunes femmes immigrées seules avec enfants qui se trouvent dans le centre maternel Voie lactée. Et nous clôturons enfin cette émission sur la chronique hebdomadaire de notre chroniqueur Jérémy Da Silva. On va commencer avec le bénévolat. Copain, c'est le nom de l'association étudiante sur laquelle traite notre premier reportage. Des étudiants sont venus en aide à d'autres étudiants et notre reporter est allé suivre Benjamin Floïc, le directeur de l'association. Entraide et solidarité sont les mots d'ordre de ce reportage signé Mathis Ouidir. On regarde. Bonjour, on est à Copain Solidarité étudiant. Donc là, c'est la MIE Bastille dans le 3e arrondissement. C'est là où on fait nos distributions du jeudi et du vendredi. Donc là, actuellement, entre 17h et 18h30, il y a des étudiants bénévoles qui préparent la distribution. Donc il y a 20 étudiants bénévoles. La particularité de Copain, c'est que c'est par et pour les étudiants. Donc il n'y a que des étudiants qui récupèrent un panier et que des étudiants qui distribuent ces paniers. Ok, bon, on mettra là les conserves. Donc ça te va pas conserve boisson. Ouais. Et après on verra s'il y a des gens en plus. Salut, je m'appelle Nelson, je suis référent sur cette distribution. Je vais vous expliquer rapidement ce qui est en train de se passer. Du coup, on est en train de mettre en place la distribution. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sacs avec aujourd'hui 8 fruits et légumes qui viennent d'un peu partout. Toute la distrib va commencer dans quelques minutes. On a l'accueil de bénéficiaires qui commence à arriver, donc on met tout en place. Alors, je m'appelle Benjamin Floïc, j'ai 21 ans. Je suis président des fondateurs de Copain Solidarité étudiante. Copain, c'est une asso de distribution alimentaire pour les étudiants. Et donc, c'est là où on est actuellement parce qu'on fait une distribution. Copain, ça existe depuis septembre 2020. Ça a été créé après le Covid. Et du coup, ça existe depuis 1 an et demi. Et donc, on a commencé à faire des distributions à partir d'octobre 2020. Et depuis, on fait 3 distributions par semaine, toutes les semaines. Et on aide environ entre 850 et 1200 étudiants chaque semaine. 80% des étudiants qui viennent, ils ne sont pas boursiers. Donc il y a un souci énorme en France sur l'attribution des critères de bourse. Plus de 60% sont des femmes, plus de 70% sont des étudiants étrangers. Donc on a énormément de points comme ça saillants sur la distribution avec des chiffres qui ont un certain impact. Je m'appelle Ankera Reda, je suis un étudiant marocain et c'est ma première année ici en France. Je m'appelle Ikram, j'ai 21 ans et je suis maintenant actuellement une étudiante en L3, parcours banque finance à l'université Paris-Est Créteil. Vous connaissez déjà pour un étudiant étranger qui vient dans un pays pour sa première fois. Donc automatiquement il va trouver des petites difficultés, soit au niveau plutôt de son logement, de son alimentation. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc j'ai décidé de venir ici pour avoir une aide alimentaire, bien sûr. Et donc l'idée, c'est de cibler des villes dans lesquelles il n'y a pas d'association pareil pour les étudiants, parce qu'il y a toujours les Restos du Cœur, toujours le Secours Pop, mais c'est des distributions qui sont faites pour les SDF, et heureusement qu'ils les font. Mais c'est horrible de se dire que il y a des étudiants qui n'ont juste pas assez à bouffer, qui vont devoir aller faire la queue avec les SDF. Enfin, c'est pas fait pour eux, c'est pas fait du tout pour ça, et c'est pas adapté. Et les restos, ils savent très bien ça. Tant qu'il n'y a pas de réponse politique un peu révolutionnaire ou qui participe à changer la situation, se dire que c'est normal, quand on est en galère, de venir chercher un panier alimentaire et qu'il n'y a pas de honte à ça, qu'il n'y a pas quand on sent qu'on en a besoin, on peut venir le chercher. On a distribué 167 paniers, ce qui est quand même génial. Du coup, je pense qu'on peut tous faire un grand bravo pour ça.
De retour sur notre plateau, accueillons désormais le réalisateur du reportage que nous venons de visionner, Mathis Ouidir. Bonjour Aïdine, bonjour Clara, bonjour tout le monde. Bonjour Mathis. Bonjour Mathis, on est super heureux de t'accueillir sur ce plateau. Moi aussi je suis heureux. Alors je vais commencer avec ma première question. Le soutien alimentaire, on sait que c'est un enjeu important de la vie donc, d'un étudiant, surtout quand il est en précarité. Mais il y a bien sûr d'autres problèmes. Est-ce que Copain a mis en place d'autres aides pour les étudiants ? Oui, on le voit pas beaucoup, on le voit pas du tout même dans le reportage, toute cette section supplémentaire en fait, où Copain à chaque distribution fait appel à une association qui s'appelle Recrute avec un K, qui vient en fait terminer un peu le parcours où les étudiants viennent chercher leur bouffe, ils viennent chercher leurs serviettes hygiéniques, les produits de première nécessité, etc. Et à la fin en fait on va les diriger, s'ils en ont envie bien sûr, vers Recrute, du coup l'association, pour les aider à trouver un logement, pour les aider à trouver du taf, pour les aider à tout en fait, côté social, même un suivi psychologique pour ceux qui le désirent et qui en ont besoin. Donc c'est très complet en fait ces distributions, c'est pas seulement de l'alimentation, c'est juste trop bien quoi. Écoute, j'aurais moi une deuxième question, à savoir dans le reportage, j'en vois très peu, voire pas du tout en fait de témoignages d'étudiants qui viennent justement recevoir, en tout cas très peu, je crois qu'on en voit un, ces paniers alimentaires. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ? Est-ce que c'est un choix que tu as fait pendant ton montage ou un aléa du tournage ? Alors déjà on en voit 2. Mais non, oui, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. À la base, j'ai fait ce reportage avec Jérémy. Merci Jérémy d'ailleurs, c'était trop bien qu'il soit là pour m'aider. Et on avait prévu justement d'interviewer plus d'étudiants que ça, pour donner plus la parole aux étudiants, parce que c'est quand même important de leur donner la parole sur ça. Mais juste tout simplement, les difficultés, c'était que c'était pas possible de les avoir parce qu'ils n'avaient pas envie d'apparaître à la caméra, ou tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on les voit sur cette distribution. Certains nous ont dit ça, mais on en a quand même profité pour parler avec eux, avec ceux qui galéraient pas trop à parler français, parce qu'il y avait beaucoup aussi d'étudiants étrangers qui étaient là, forcément. Mais sinon, mis à part ça, on en sort quand même avec un beau message, je pense, dans ce reportage, grâce aux discussions qu'on a eues hors caméra, du coup, avec eux. Mais écoute, merci beaucoup Mathis d'avoir été sur notre plateau, merci pour ton reportage. Je précise également que si certains étudiants se retrouvent eux-mêmes dans le besoin, pensent pouvoir bénéficier de l'aide de cette association ou veulent aider, prêter main forte à l'association Copain, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de la Maison des étudiants. Enfin, passons à notre second sujet, je t'invite à y passer avec nous. 25% des réalisateurs français aujourd'hui sont donc des femmes. Un manque de visibilité, un travail méconnu finalement de nombreuses réalisatrices que Pauline Mallet, que nous avons rencontrée, s'est donné pour mission de mettre en lumière. Elle défend le travail et la place des femmes dans la culture et le cinéma. Donc, je vous invite tous à venir regarder avec nous ce reportage avant d'accueillir la réalisatrice Morgane Vial. Les hommes ne leur laissaient pas la parole. Dès qu'elles étaient dans une boîte, dans ce pouvoir de la télévision, les gens se taisaient et les écoutaient. Je m'appelle Pauline Mallet, j'ai 26 ans, je suis critique de cinéma et de séries télé. Je suis critique de cinéma depuis 2017. Je suis également la créatrice du média Sorociné, qui est un média qui se décline à la fois en podcast, en site internet et en une revue papier. Les femmes dans le cinéma, aujourd'hui, elles représentent un pourcentage assez faible, notamment en France, où on a un petit peu moins de 25% de réalisatrices, et là on parle uniquement des réalisatrices. L'idée, c'est de revaloriser ce travail. C'est quelque chose, par exemple, qu'on essaye de mettre en avant chez Sorociné, notamment sur les réseaux sociaux, où toutes les semaines, on met en valeur les films réalisés par des femmes qui sont à l'affiche. Le podcast, il est vraiment précieux, ce média-là, puisqu'il est accessible à toutes et à tous. Ça ne demande pas beaucoup d'argent pour le faire, pour le produire. Donc c'était vraiment 2 qualités qui étaient essentielles. De base, moi je suis critique écrit, donc le podcast c'était pas du tout évident pour moi. C'est aussi l'idée d'apporter tout simplement à celles et ceux qui n'écoutent pas le podcast ou à celles et ceux qui préfèrent lire un support en fait. Et d'inviter encore plus les critiques à s'emparer de ces sujets.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline. Pardon, d'habitude aujourd'hui j'accueille, donc ça me perturbe. Je peux faire comme s'il y avait des gens ? Tu peux faire ce que tu veux. Personne n'est parfait. Je pense que dans Sorociné, on l'a beaucoup dit, que ce soit dans le podcast, dans la revue, sur le site internet. Il y a encore quelques années, on ne regardait pas forcément justement qui filmait et même qu'on savait nommer très très peu de réalisatrices. Et c'est pas grave, l'idée c'est pas du tout de taper sur les gens et dire vous connaissez pas de réalisatrice, mais plutôt d'avoir un travail de transmission, d'héritage, d'éducation, même si ce mot peut faire un petit peu peur. De se dire, plutôt que de montrer un film réalisé par un homme, pourquoi pas dans le même genre montrer un film réalisé par une femme. Frisson, révolte, passion, combats intimes ou collectifs. Les images des réalisatrices vous apporteront des nouvelles du monde. De retour sur notre plateau 26 minutes, accueillons la réalisatrice du reportage Sorociné, Morgane Vial. Bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour Morgane, alors on est très heureux aussi de t'accueillir sur ce plateau. Ce reportage il est plutôt spécial vu que tu l'as co-réalisé avec Clara. Donc je vais prendre le rôle d'animateur et je vais poser des questions à vous deux. Et on va commencer du coup par toi. Okay. On sait que tu as fait donc des études en cinéma. Est-ce que ça a influencé ton choix pour ce reportage ? Alors pas vraiment, parce qu'en fait j'ai réfléchi à beaucoup de choses. J'ai mis beaucoup de temps à trouver en fait le sujet que je voulais. Et en fait c'est en discutant avec mon ami Tanguy qui est vachement engagé dans le cinéma et plus particulièrement dans le cinéma féministe, qui m'a parlé en fait de Sorociné. Et c'est à ce moment-là que je suis allée me renseigner. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de la contacter, voir si elle ne pourrait pas accepter d'être le sujet de ce reportage. Et merci à Clara, du coup, de m'avoir aidé à le faire. D'accord, ça tombe bien, on va passer à toi, Clara. Pauline montre cette image un peu de femme forte, solide, confiante, et c'est tout ce qu'elle essaye de transmettre. Toi qui as pu la rencontrer pour ce reportage, est-ce que tu as eu cette impression ou est-ce que tu as rencontré une personne totalement différente ? On a rencontré en fait une femme très forte, puisqu'il faut l'être déjà de base pour essayer de faire entendre sa voix, surtout quand on veut élargir son champ d'action. Il faut pouvoir le monter soi-même, son magazine et son podcast, ça demande du courage. Néanmoins, on a eu affaire pendant le tournage en fait, à une jeune femme qui porte sa voix, qui défend la place de la femme dans la culture, dans le cinéma, toutes les semaines, tous les mois, tout le temps. Et qui pour autant en fait refuse d'être filmée, refuse qu'on diffuse son image. C'est pour ça qu'elle passe par le biais du magazine et du podcast, parce que c'est encore délicat en fait pour elle et en règle générale de pouvoir faire entendre sa voix tout en étant vue quand on est une femme. Alors c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'on est avant tout jugé sur notre physique, si on est préparé, si on est bien habillé, si on est coiffé, si on n'est pas en pyjama, nanana. Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça qu'on a affaire à quelqu'un qui a des idées, qui prend parti pour beaucoup de problématiques, mais qui pour autant a encore peur du regard des autres, comme finalement on a tous et toutes peur du regard des autres. Et voilà, il y a un paradoxe quelque part, mais évidemment c'est une femme remarquable. D'accord, et du coup je reviens sur toi Morgane. Filmer quelqu'un, donc tu as été réalisatrice, filmer quelqu'un et diriger quelqu'un de timide, est-ce que ça a été compliqué ou c'est plutôt bien roulé ? Alors pas du tout, elle était même vachement ouverte à l'idée d'être filmée. Elle voulait juste pas qu'on diffuse ça sur internet pour garder quand même son anonymat, mais franchement elle a été vachement courageuse. D'accord, eh bien merci à vous deux pour cet échange. Merci Morgane d'être venue. N'hésitez pas à consulter le compte Instagram de Sorociné et à contribuer en fait au développement de son magazine sur Kiss Kiss Bang Bang. Je te convie à rester avec nous pour le lancement du prochain reportage, donc le reportage Voie lactée. Et Mathilde est donc allée dans ce centre maternel rencontrer les jeunes mères qui y sont accueillies, mais également les éducateurs, puisque vous allez voir que c'est un travail de dévotion à temps plein, c'est un travail très important dans la vie de ces jeunes femmes.
Je vous invite à regarder le reportage, nous en parlerons plus amplement avec Morgane, avec Emma, pardon, je veux que tu restes avec nous, donc avec Emma juste après. Voilà que t'es. Madame, elle n'avait rien, on n'avait pas les actes de naissance. On n'avait pas de livret de famille. Mais lui, il les a peut-être. Hein. Mais lui, il n'y a aucun moyen de justifier que les enfants, ce sont bien les enfants de monsieur. En même temps, lui, je comprends pas, comme il est en irrégularité, comment il peut monter jusqu'au judiciaire. Il y a l'OQTF, mais en même temps, au niveau de ses droits parentaux, ça ne change rien. Il peut. Il pourrait régulariser les enfants, enfin récupérer les enfants et devoir être envoyé au pays. Je suis pas sûre, c'est là où peut-être que la paix va se transformer en accueil judiciaire. Je suis Céline Tilly, je suis chef de service du centre maternel La Voie Lactée qui se situe à Alfortville, donc sur le département du 94. La Voie Lactée est un établissement qui a ouvert en 2014 et qui dépend d'une association importante dans le secteur social qui s'appelle le groupe SOS. Nous avons des missions de protection de l'enfance et donc d'accompagnement des liens parentaux. Le centre maternel est un lieu qui, dans beaucoup de situations, doit ou en tout cas souhaite éviter le placement des jeunes enfants. Donc on est aussi dans un axe préventif. On accueille sur le centre maternel 20 familles, donc des mamans soit enceintes à partir du 7e mois de grossesse, et au plus tard jusqu'aux 3 ans de l'enfant. On propose à la fois un hébergement et en parallèle différents accompagnements au niveau social, au niveau psychologique et au niveau éducatif. Les mères accueillies au centre maternel ont chacune une histoire familiale et un passé complexe. Quand il n'y a pas eu un petit peu de modèle avec une base bienveillante de leur enfance, ça peut être compliqué pour certaines jeunes femmes de se construire en tant que parents. On retrouve dans les profils des mères accueillies toujours ce critère d'isolement. Certaines mamans qu'on accueille au centre maternel sont arrivées en France depuis peu. Elles ont fui leur pays pour différentes violences, pour des mariages forcés. Et donc l'annonce de leur grossesse et le suivi de leur grossesse est vraiment à accompagner. Donc on va proposer différents temps pour que chaque maman puisse se retrouver, puisse construire sa place de mère, mais aussi puisse en tant que femme se sentir exister, se sentir bien et pouvoir aller vers un autre projet en étant plus forte et en étant dans des liens avec son jeune enfant qui sont stables et qui sont solides. Le secteur du social est un secteur qui est plutôt malmené par nos politiques. C'est pas un secteur où les gens viennent pour avoir un salaire mirobolant, mais pour avoir ces satisfactions-là au quotidien, de voir le sourire d'une jeune maman, pour voir le sourire et les gazouillis d'un bébé qui regarde sa maman. Donc toutes les professionnels du centre maternel travaillent en fait dans ce sens-là. Accueillons désormais la réalisatrice du reportage Voie Lactée, Emma Tilly. Bonjour Emma, bienvenue sur notre plateau. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous et merci pour ton reportage que j'ai trouvé très, très touchant. Et la première question qui me vient, c'est pourquoi ce sujet, pourquoi ce centre maternel, pourquoi avoir choisi de faire ce reportage ? Ce sujet tout simplement parce que de moins en moins de jeunes se dirigent dans le secteur du social, alors que c'est un secteur qui est très important et très noble. Donc voilà, c'était juste pour rappeler que c'est important de regarder autour de soi, pour un peu se remettre dans le contexte, surtout aujourd'hui, que faire attention. Donc évidemment, comme dit dans le reportage, c'est pas un secteur dans lequel on va gagner beaucoup d'argent, mais vraiment c'est pour le plaisir juste d'aider les autres et je trouve ça beau.
D'accord. Eh bien, j'ai pu souligner un parallèle avec le premier reportage, sauf que cette fois, on voit vraiment plus du tout de visage, plus du tout d'entretien, quelques visages. Est-ce que c'est un aléa ou est-ce que ça a été un choix ? C'est un aléa, c'est carrément un aléa parce que j'ai essayé de rencontrer certaines mères. Malheureusement, aucune d'elles n'a accepté. Ce que je peux comprendre, voilà, c'est pas facile, surtout de venir devant la caméra, de se mettre à nu. Donc, comme je pouvais pas rencontrer ces mères-là, il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir illustrer le propos, parce que je trouvais que c'est important, voilà, de pouvoir mettre un visage sur les mots. Je trouve que ça a plus d'impact. Du coup, m'est venue l'idée de l'animation. Eh bien, merci beaucoup, Emma. Je trouve que personnellement, l'animation ajoute justement beaucoup du fait qu'on ne puisse pas voir le visage de ces femmes dans ton reportage. Alors, moi, je l'ai trouvé très touchant et très parlant. Je pense que du coup, de ce fait, il parle vraiment, vraiment à tout le monde. Et oui, je te remercie d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous souhaitez exactement trouver l'adresse ou le contact de Voie Lactée, sur leur page Facebook. Ils publient très, très fréquemment, donc n'hésitez pas à les contacter par ce biais. Et on va passer à la dernière chronique. On va accueillir Jérémy Da Silva pour sa chronique hebdomadaire « C'est pas si grave », entre humour, cynisme, marginalité, mais il n'en est pas moins conscient de sa liberté. On accueille Jérémy Da Silva. Bonjour Alaïdine, bonjour Clara. Bonjour Jérémy. Cette semaine, on a eu encore belle preuve de solidarité en France. Alors on a pu voir et entendre, grâce à Mathis, que la solidarité dans le milieu étudiant a été forte et vecteur de changement. Seulement quand c'est les étudiants qui le font, il ne faudra pas commencer à compter sur l'État quand même. Ce même État qui pathétiquement essayait de faire prendre conscience de la précarité étudiante un peu trop tard, parce que la précarité étudiante avant 2019, ça n'existait pas vraiment. En parlant de ce même État, parlons un peu de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui était toute fière de nous annoncer qu'en 2021, 180 000 consultations psychologiques avaient été faites par des étudiants. Je ne sais pas ce qu'on doit faire de cette info, être content ou pas. La même Frédérique Vidal qui nous annonçait que l'islamo-gauchisme gangrénait les universités françaises, propos sur lesquels elle est évidemment revenue au micro d'Europe 1 en début d'année, où elle disait que son rôle était de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on ne bascule pas dans l'oppression. Le problème, c'est que la liberté d'expression, c'est différent du laxisme idéologique. La liberté d'expression, ça s'exerce en fonction de la loi, pas en fonction de l'hypocrisie de la personne qui écoute. La même hypocrisie dont vous faisiez peur, vous, le gouvernement et vos prédécesseurs, lorsque les étudiants hurlaient à l'aide. Mais vous avez attendu trop tard, effectivement, lorsque la lumière médiatique était sur eux. Il y avait déjà eu la misère qui s'était installée, que ce soit psychologique, sociale ou économique, ça impacte les gens. Tiens donc, réagir un peu trop tard sur un danger imminent qu'on a laissé gonfler par notre inaction, notre paresse, ça me rappelle un peu les seconds tours en France. Mais enfin bon, on va peut-être passer à autre chose. Passons à Sorociné, où grâce à Clara et Morgane, nous avons pu mettre la lumière sur l'invisibilisation des femmes dans le milieu artistique. Alors évidemment, quand on pense à ça, on pense à Alice Guy, la grande martyre du cinéma français, réalisatrice de La Fée aux choux en 1896, ou du résultat du féminisme et de Madame à ses envies. Bon, je me demande bien pourquoi elle a été invisibilisée. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un jeu avec le public. Est-ce que vous pourriez me citer 10 réalisatrices célèbres ? Bon, allez, 5. Bon, allez, 3. Non, Mathieu, au fond, me citer Greta Gerwig, Agnès Varda et Sofia Coppola en fixant un peu trop insistamment ta voisine de droite, ça compte pas comme du féminisme. Par contre, me citer Céline Sciamma, la réalisatrice de Portrait d'une jeune fille en feu, Tomboy ou Bande de filles, ou Julia Ducournau qui a remis le cinéma de genre sur la scène francophone avec Titane et Grave, Andrea Arnold avec Fish Tank ou American Honey, ou encore Carrie Fisher qui n'était pas réalisatrice et autre chose que la princesse Leila, était une scénariste et une script doctor de génie qui a beaucoup bossé dans le milieu de Steven Spielberg, notamment avec Hook, Sister Act ou Last Action Hero. On pourrait aussi parler de Kathleen Kennedy qui est une productrice et présidente de Lucasfilm. Parce que oui, il n'y a pas que des gens qui font des choses bien. On peut aussi parler de Patty Jenkins, la réalisatrice des Wonder Woman, ou encore de Mary Harron, la réalisatrice d'American Psycho, qui a fait décoller la carrière de Christian Bale. Ce que je veux dire par là, en citant toutes ces réalisatrices et toutes ces actrices du milieu audiovisuel, c'est que le sexe ou le genre d'une personne,
qui n'a rien à voir d'ailleurs, précisons-le, ça n'influe pas sa qualité en tant qu'artiste. On ne tient pas sa caméra avec son sexe, jusqu'à preuve du contraire. Passons à Voie lactée. Parce que bon, la condition de la femme dans le monde, c'est pas dingue, mais alors la condition de la femme enceinte, c'est marrant, hein, parce que c'est un homme qui veut pas d'enfant qui vous en parle. Alors bon, je sais ce que je dis. La détresse des femmes immigrées, bon, c'est sympa, dans Alice Nevers, le juge est une femme, mais enfin la réalité, elle morphe un peu plus entre le générique et la coupure pub. Voie lactée donne une chance à ces femmes de devenir de meilleures mères dans des conditions optimales de climat social, psychologique et économique, pour que leurs enfants puissent s'épanouir et peut-être, à terme, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pour qu'un jour, eux aussi, puissent goûter à cette délicieuse misère étudiante française. Alors à l'époque d'une crise humanitaire sans précédent, d'un désastre écologique déjà bien entamé et d'une incertitude de notre survie en tant qu'espèce intelligente, je suis heureux de me dire que certaines personnes donnent encore de leur temps, de leur espoir et de leur énergie pour en donner à ceux qui sont en train de le perdre. Et à ceux qui me diront que le ciel est gris, que l'avenir ne brille plus et que les lendemains qui chantent sont morts, je dirais qu'à la limite, c'est pas si grave. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Eh bien, après cette chronique, notre émission, elle touche à sa fin. Et merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à vous tous. Je vous donne merci à tous nos invités également. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans notre 26 minutes, même jour, même heure, même chaîne. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous.